une île grecque où jusqu'à il y a peu se trouvaient les plus grands camps de réfugiés en Europe. Et cela a récemment ressurgi dans les médias mondiaux lorsqu'une série d'incendies a détruit le camp de Moria le 8 et 9 septembre. Et cette destruction quasi totale de cet endroit laissait près de 13 000 personnes sans abri d'un jour à l'autre. Et oui, c'est bien entendu pas la première fois que l'île fait la une. Le camp de Moria était déjà dans les médias à plusieurs reprises lorsque des organisations d'aide internationale comme par exemple Oxfam ont tiré la sonnette d'alarme pour signaler que les conditions étaient dramatiquement mauvaises et mettaient en danger des vies humaines. Et donc Moria ou Lesbos était déjà connu pour le fait d'être un camp de réfugiés qui était plus ou moins 6 fois plus peuplé que sa capacité d'accueil d'origine de juste 3000 personnes. La crise syrienne a envoyé vers la Turquie, le Liban, la Jordanie, plusieurs millions, plus de 4 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie en guerre. Et ça a commencé en 2011. Les Syriens ont trouvé un accueil au Liban, en Jordanie et en Turquie, mais ce n'est pas du long terme. Et puisque l'installation sur place, Jordanie, Liban, Turquie, n'est pas possible à long terme pour toutes sortes de raisons, y compris la volonté de ces pays de ne pas garder ces gens-là et donc de ne pas leur donner accès, plein accès à leur marché du travail, à la citoyenneté, eh bien, les Syriens ont commencé à partir vers l'Europe. Une des méthodes pour partir vers l'Europe, c'était de passer par les îles grecques, qui sont souvent, c'est le cas de Lesbos, à quelques kilomètres des côtes turques. Moria, ce n'est pas le seul camp de réfugiés en Grèce. Et malheureusement, aujourd'hui, même pas le plus surpeuplé ou moins équipé. En effet, Lesbos, c'est juste une des 5 îles grecques de la mer Égée orientale qui se trouve donc en proximité de la Turquie et sur lequel se trouvent ce qu'on appelle des hotspots. Donc, ces hotspots ils sont construits dans le cadre de la politique d'asile européenne qui choisissait des endroits comme Lesbos avec le but initial de d'abord organiser l'accueil et l'enregistrement lors de l'arrivée des réfugiés en Europe. Donc ça, c'était le but principal au début. Et c'est en raison de cette proximité géographique que depuis des années, et déjà avant 2015, ce qui est souvent considéré l'apogée de la crise des réfugiés en Europe, que depuis des années, des réfugiés migrants y arrivent en canot pneumatique sur le rive de ces îles. Dans le camp de Moria, comme dans beaucoup de camps en Grèce, c'est les militaires, donc le militaire grec qui est chargé de la distribution de la nourriture, c'est l'État grec qui collabore avec d'autres entreprises pour fournir de la nourriture, aussi de l'eau potable. Il y a bien entendu aussi des installations sanitaires où il y a de l'eau potable qui étaient surtout mises en place par une ONG qui s'appelle Watershed. Donc oui, au début, c'était en site militaire. Il y avait évidemment certaines installations, mais c'était prévu pour 3000 personnes et ce n'était pas censé d'être un camp où vivaient pendant des mois 20 000 personnes. Donc, c'était souvent des ONG qui ont amélioré les conditions, les infrastructures, qui ont aussi fourni de la nourriture différente, des articles non alimentaires de première santé, par exemple concernant l'hygiène, etc. C'est souvent des ONG qui se chargent surtout de ça. Ce camp de Moria était déjà surpeuplé. Donc, il y a une surpopulation extraordinaire. Quand moi j'y étais, les toilettes débordaient de partout. Il y avait de l'eau qui coulait en permanence des toilettes et qui allait vers les tentes, etc. Beaucoup de gens sont logés dans des containers, genre containers, là, des préfabriqués. Mais comme il y a une surpopulation extraordinaire, il y a des tentes un peu partout qui sont plantées et où habitent des familles entières.
Vous avez des familles entières dans une seule tente, 6 personnes dans une tente faite pour 2 ou 3 et qui arrivent à y dormir et à y mettre leurs affaires. Euh, Quand j'y étais à l'époque, et ça ne s'est pas amélioré depuis, il n'y avait pas vraiment d'espace de jeu pour les enfants. Il n'y avait pas vraiment de scolarisation. La distribution de nourriture se faisait avec des queues immenses. Les gens faisaient la queue et attendaient de recevoir de la nourriture. Le camp était à l'époque fermé, mais tout le monde savait qu'il y avait une grille qui était ouverte à l'arrière. Et la nuit, beaucoup de gens quittaient le camp pour aller acheter, faire des petits trafics, essayer de gagner de l'argent, acheter des cartes de téléphone, etc. Donc, il y a toute une culture souterraine qui existe entre le camp et les habitants, avec les gens du camp. Euh, Culture souterraine qui est créée par les politiques qui interdisent aux migrants, par exemple, de travailler, qui interdisent aux migrants d'aller sur la terre ferme, d'aller sur le continent. Et on les oblige à rester dans l'île, on leur interdit de monter sur les ferries s'ils n'ont pas les papiers nécessaires. Ce n'est pas normal pour les habitants d'une petite île comme Lesbos d'être confrontés finalement à une diversité des gens qui sont. Il faut aussi s'imaginer qu'il y avait des situations en 2015 où on est dans même la capitale, c'est une ville qui n'est pas très grande et tout un camp, il y avait plus de réfugiés dans le port de cette capitale que de personnes qui habitaient dans cette capitale finalement, parce que tout est très petit. Et je pense que ce sont des chiffres et des faits qu'il faut vraiment se rappeler quand on parle de la réaction de la population et sur la question de l'intégration. Parce que finalement, ce qui se passe sur Lesbos, c'est ce qu'on a vu au moins cette année, c'est encore une fois qu'il y avait des escalades de violence par quelques personnes, par quelques locaux, surtout des groupes fascistes qui se sont formés, qui étaient un peu le face, ce qu'on a vu, ce qui était très visible de réaction de la part des habitants, mais finalement, je pense que leur tolérance envers les ONG, qui, avec des milliers de bénévoles des pays lointains qui vont chaque année, avec leurs ONG qui sont souvent pas grecs, qui parlent pas leur langue, qui parlent pas grec, qui essaient d'apprendre plutôt l'arabe ou le perse au lieu du grec. Je pense avec tout ce fait auquel ils sont confrontés depuis des années, je pense que leur plus grand acte est qui montre l'humanité des gens sur Lesbos, c'est en fait qu'ils tolèrent tout ça. Alors, d'abord, l'Union européenne n'est sur la question migratoire pas une union. Il n'y a pas de consensus sur la question migratoire à l'intérieur de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, un certain nombre de compétences ont été ce qu'on appelle communautarisées, c'est-à-dire qu'on les a données à Bruxelles, et donc il y a toute une série de règles de l'Union européenne qui ont été établies, des directives sur l'accueil des réfugiés, sur la définition des réfugiés, sur les critères d'accueil des réfugiés, sur toute une série de choses. Mais il n'y a pas de compétences sur l'accueil de l'immigration en général. Il y a une carte bleue européenne qui est comme le Green Card américaine, mais qui n'est utilisée presque que par l'Allemagne et dans des tout petits chiffres par rapport à la Green Card américaine. Et donc, dans beaucoup de cas, les pays européens tiennent à leurs compétences nationales pour décider qui entre et qui reste sur leur territoire. Il y a un groupe de pays, des pays de l'Est, qu'on appelle le groupe de Visegrad, dans lequel il y a la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, qui refusent absolument l'idée même de la diversité ethnique
particulièrement la Hongrie de Viktor Orban. Il refuse d'être un lieu dans lequel des réfugiés viendraient s'installer, et donc ils ont refusé tous les projets que l'Union européenne à Bruxelles a proposé de redistribuer les demandeurs d'asile qui sont sur les îles grecques vers divers pays européens pour qu'ils s'occupent d'eux. Ils ont refusé systématiquement cette position. L'Europe vient de proposer un nouveau pacte sur la migration et l'asile au mois d'octobre 2020, et ce pacte porte quasi exclusivement sur le renvoi des migrants et sur la détention des migrants, et un tout petit peu sur la redistribution des migrants sur le territoire européen, mais sur la base du volontariat. Et donc, en fait, ce pacte n'ajoute rien, et entre autres, ce pacte n'ajoute rien sur tous les éléments d'une politique d'immigration qui pourrait être positif. On ne parle pas d'une immigration volontaire, de travailleurs migrants très qualifiés, moyennement qualifiés, bas salaire. Il n'y a pas de politique nouvelle sur la réunification familiale. Je veux dire, il manque des tas de pans pour une politique qui pourrait ressembler à une politique canadienne ou australienne ou néo-zélandaise de l'immigration. Si juste pour un moment, on ferait le calcul que, par exemple, aujourd'hui, au total, il ne reste que 17 000 personnes sur les îles grecques en total, des réfugiés, dans les camps de réfugiés, donc toutes les 5 îles. Et aussi, les années avant, la Grèce a reçu en moyenne plus ou moins 60 000 demandes d'asile par an. Si on divise ça par les 27 pays européens, ce serait même pas 2500 personnes par an. Et je pense que ça montre que ce n'est pas une crise des réfugiés parce qu'on est dans une Europe qui ne sait pas s'organiser, où les Européens souffrent de cette poids de la crise des réfugiés. Non, c'est une crise de réfugiés parce que c'est une crise d'abord pour les réfugiés qui ont un peu tout perdu, qui manquent de perspective, qui manquent d'intégration, qui ont des talents, mais qui sont juste vus comme des réfugiés. Mais c'est aussi une crise de réfugiés parce que c'est une crise de nos politiques. Parce que si on n'est pas capable de s'en charger, de trouver moyen de s'occuper, 2500 personnes par an vivant sur le continent, un des continents le plus riche dans ce monde, ça ne peut être qu'un manque de volonté politique. Il faut faciliter tout ça. La mobilité doit devenir plus facile, moins chère, moins dangereuse, moins compliquée, de manière à ce que les personnes trouvent leur compte et que les pays aussi trouvent leur compte. Si nous arrivons à réduire considérablement, et entre autres en Europe, si nous arrivons à réduire considérablement le nombre de migrants en situation irrégulière, d'une part en régularisant ceux qui existent, d'autre part en donnant des papiers aux candidats à l'immigration, eh bien nous aurons accompli un grand pas en avant pour lutter contre la précarité de ces migrants, mais aussi lutter contre les réseaux criminels qui exploitent cette précarité. Et nous aurons des sociétés dans lesquelles il fera bien meilleur vivre et dans lesquelles il y aura moins de paranoïa à l'égard de ces migrants.